voir cette enquête incroyable. Pauline Simonet, vous allez nous raconter ça sur ces soldats russes qui bombardent l'Ukraine sans bouger de leur bureau à Moscou. Oui, effectivement, c'est une enquête du média indépendant russe de Insider, du site d'investigation Bellingcat et de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Ils ont enquêté pour savoir qui se cache derrière justement ces gens qui frappent les différents sites en Ukraine. Ils ont réussi à identifier très précisément une cellule secrète d'une trentaine de personnes. J'ai pu parler à Christo Grozev, vous voyez, c'est le spécialiste de la Russie de ce site Bellingcat, et il m'a confié qu'il s'agissait d'une des enquêtes les plus compliquées, tant ils ont dû éplucher d'heures de données téléphoniques, d'heures d'appels précédant les tirs de missiles, des données publiées par les académies militaires russes qui ont formé ces ingénieurs, des réseaux sociaux, le Darknet aussi, puisqu'ils ont contacté des sources sur le marché noir de vente de données, et ils ont donc reconstitué cette unité spéciale chargée du lancement des missiles au sein de l'armée russe. Il s'agit d'un groupe totalement secret, et ils ont parlé à de nombreux experts qui n'étaient pas du tout au courant de l'existence de cette cellule, une trentaine de personnes basées à Moscou, à Saint-Pétersbourg, divisées en 3 équipes de 10 ingénieurs qui travaillent au sein du centre de calcul de l'état-major et qui pilotent donc à distance, parfois de leur bureau, parfois même de leur domicile, ces missiles ou ces drones. Et Christo Grozev m'a expliqué que lorsqu'ils ont démarré l'enquête il y a 6 mois, ils n'avaient pas envisagé de vraiment publier l'identité, le nom, les photos de ces hommes. Là, finalement, ils ont décidé de tout donner. Pourquoi? Eh bien, parce que, vu l'ampleur des attaques, ils se sont rendus compte que ces gens étaient tout simplement complices de crimes de guerre. Écoutez. Nous avions déjà identifié ce groupe d'ingénieurs et de programmateurs en mai dernier. Mais c'est seulement quand on a compris qu'ils étaient potentiellement responsables de crimes de guerre, quand ils ont commencé à bombarder des infrastructures énergétiques civiles, quand les inspecteurs des Nations Unies ont ouvert une enquête sur ces crimes de guerre, que nous avons décidé qu'il fallait publier leurs noms. Ce sont des officiers et des soldats comme les autres. Le fait qu'ils travaillent depuis chez eux sur des ordinateurs ne doit pas empêcher qu'on les connaisse publiquement. Et donc le site Bellingcat a publié sur Twitter notamment les noms, les identités complètes de ces individus, donc qui sont des militaires russes. Ils ont récupéré leurs photos, ils ont identifié aussi le chef de leur cellule, le lieutenant-colonel Igor Banyuk. Et voilà, on voit sa photo sur Twitter. Et il y a le profil aussi de ces ingénieurs informaticiens qui a interpellé ces journalistes, puisqu'il s'agit de jeunes femmes et hommes. Le plus âgé d'entre eux, les plus jeunes d'entre eux ont 23 ans, avec un gros bagage universitaire, des ingénieurs, des informaticiens, beaucoup spécialistes en jeux vidéo. Et ce que me disait Christo Grozev, c'est que, en regardant tous leurs profils, ce sont des gens comme vous et moi, qui aiment le cinéma, qui aiment la lecture, des Russes tout à fait modernes, mais qui n'avaient aucune conscience, aucun remords en tous les cas, de ce qu'ils étaient en train de faire, donc de tuer à distance des civils. Cette enquête, je le dis, elle est assez incroyable. D'abord par la masse de données qu'ont réussi à obtenir les journalistes qui ont bossé dessus, en épluchant, en allant récupérer effectivement sur de l'Arknet des listes et des listes d'appels téléphoniques, etc. en Russie, en les achetant, etc. Et en récupérant toutes ces données, en reconstruisant tout le puzzle, encore une fois, Pauline l'a dit, d'un groupe interne à l'armée russe, top secret, que personne ne connaissait. Oui, alors ça peut nous paraître surprenant que ce soit possible, mais en fait, il y a déjà beaucoup de données qui sont en accès libre sur l'Internet. Il faut simplement avoir le temps et la main-d'œuvre pour aller les trouver, les exploiter et les remettre tout ensemble pour former une image complète. Ensuite, les bases de données, notamment, qui peuvent être achetées sur le Darknet, c'est quand même une constante, en fait, de la vie russe, de la vie politique russe et aussi de la vie criminelle russe, par exemple. Tout s'achète? Oui, les bases de données sont revendues. En fait, il y a beaucoup de fonctionnaires, d'institutions qui monétisent en fait tout ce à quoi ils ont accès pour tirer des revenus supplémentaires et vendre des bases de données. C'est malheureusement très classique. L'exemple qui me vient, par exemple, c'est que l'adresse de la journaliste de Novaya Gazeta, Anna Politkovskaya, qui avait été assassinée à Moscou, cette adresse, elle a été achetée dans une base de données vendue par la police. Donc c'est monnaie courante. Philippe, ce qu'on voit aussi à l'arrivée, c'est qu'on fait la guerre comme dans un jeu vidéo. C'est-à-dire depuis son salon, depuis son bureau à Moscou, on indique au missile l'endroit où il doit frapper. Oui, mais est-ce que c'est si différent? Je vais faire une comparaison qui va vous sembler absurde. Il y a aussi probablement des Américains qui ont à distance commandé des tirs en Irak ou en Afghanistan pendant des années de guerre. On n'est pas dans la même situation et ce sont des choses qui ne sont pas comparables, mais au fond, ce sont des armes de la guerre moderne. Ce qui me frappe notamment en écoutant Pauline, c'est leur jeune âge et leur profil, au fond, jeux vidéo, des jeunes hommes et des jeunes femmes modernes qui sont
recrutés peut-être aussi parce que ce ne sont pas des militaires de carrière ce sont pas ils sont recrutés aussi par leur agilité sur ces modes nouveaux de guerre. Et ça, c'est assez frappant parce que je ne sais pas si la France recrute de la même manière des techniciens, des spécialistes des jeux vidéo pour, en cas de guerre, mener des frappes à distance. Mais en tout cas, c'est assez frappant. Antonin. Ce qui est intéressant, effectivement, dans cette guerre 2.0, en fait, qu'on avait vu dans un film américain avec Bradley Cooper qui s'appelait Sniper, où précisément il pilotait un drone qui faisait des attaques ciblées, c'est que d'une certaine façon, ces gens-là ne sont pas au contact direct de ce qu'ils causent et de la mort. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez impressionnant quand on parle de jeux vidéo, comme tu le faisais, Philippe, c'est qu'effectivement, ça désincarne totalement l'acte qu'ils font de tirer un missile et des dégâts que ça fait sur le terrain. Et ça, c'est effectivement assez, je veux dire, assez glaçant de voir ces visages poupins qui, de chez eux, sans en avoir conscience, sèment la mort avec un joystick de chez eux. Pas forcément sans avoir conscience. Vous parliez des États-Unis. Oui. Plusieurs années après, il y a eu tout un débat aux États-Unis, justement parce que beaucoup de jeunes, à l'époque, ils étaient jeunes, ont eu de gros problèmes psychologiques, de gros traumatismes à distance, plusieurs années après, parce qu'il y avait une prise de conscience de ce qui s'était passé. Elsa. Oui, ce qui moi m'interroge aussi, c'est, vous savez, dans le discours russe qui revient à dire que cette guerre est quand même une guerre contre l'Occident menteur, l'Occident qui a recours à des stratagèmes pour lui faire croire qu'il se bat pour la démocratie, alors qu'en réalité il ne cherche qu'à exploiter son influence, étendre sa puissance et au détriment de la Russie, qui elle mènerait une guerre juste, une guerre de patriotes, une guerre d'hommes sur le terrain. La Russie, elle aussi, comme tous les États qui ont des stratégies de puissance, a recours à une armée formée, électrolysée, qui tue à distance. Et donc voilà, en réalité, on découvre aussi par petits points que l'armée russe n'est pas complètement à l'abandon et qu'il y a en fait une très grande proximité dans les manières de faire et de concevoir la guerre, n'en déplaise à la propagande. On l'a vu passer tout à l'heure, Elsa. Il y a ces photos qui sont rendues publiques, les photos, les noms, je disais même les passions. On explique que le patron est fan de numismatie, qu'il passe ses journées, y compris au bureau, à revendre des médailles que Poutine lui a filées pour se faire un peu d'argent, etc. Enfin, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. On peut tout monétiser. Le fait de rendre public comme ça, on comprend qu'il y a le côté, on documente les crimes de guerre. C'est voir avec d'ailleurs les tribunaux. Absolument. Mais c'est aussi un message envoyé aux Russes. Oui, je pense que c'est aussi très... Aux Russes de la rue, si je puis dire. Oui, aux Russes de la rue, je pense que c'est un moyen quand même de leur dire, voyez, ce sont vos enfants qui tuent, voyez le visage de la jeunesse, est-ce que cette jeunesse, elle n'est pas finalement corrompue par le régime, on transforme nos enfants en tueurs, et puis c'est un moyen de lutter contre la propagande, parce que en général, en Russie, on est sensible à des histoires incarnées, à des destins d'individus, et pas du tout à des propos généraux et très abstraits. Il faut rentrer dans le détail des vies. Je pense que c'est vraiment très important ce que fait ce consortium de journalistes, c'est de montrer en quelque sorte la banalité, la proximité, la familiarité, à quel point la guerre s'est infiltrée jusque dans les familles et transforme encore une fois de très jeunes hommes et de très jeunes femmes en tueurs. Et Ça, je pense que ça peut toucher un message aussi à Moscou pour montrer jusqu'où finalement, exactement jusqu'où on a pu voir, même si ça ne change pas forcément la donne, parce qu'ils ne vont pas être jugés devant les tribunaux demain, mais montrer à Moscou qu'on regarde ce qu'ils font au plus près. Vous dites non, pas demain. C'est pas immédiat en tout cas. Il faudra non, c'est d'accord, mais est-ce que ça veut dire que au final, ces personnes-là pourraient faire partir de ceux qui seraient jugés pour crimes de guerre? Oui, bien sûr, elles pourraient, dans le cas... Alors, bon, il faut quand même deux options. En gros, la question, c'est jusqu'où vous remontez. Il y en a une qui est extravagante d'options, c'est qu'il faut quand même arriver à prendre Moscou et à faire tomber le régime, à établir un tribunal international. Donc, voilà. Avec l'accord de la Russie. Avec voilà, tout ce qui s'ensuit, qui semble hautement improbable. Mais on pourrait en revanche envisager qu'il puisse y avoir un moment, un changement, alors à défaut de régime, de leader du pays, qui pour négocier avec son environnement, lâche quelques éléments qui auraient mis en œuvre la guerre de Vladimir Poutine, et notamment des éléments de ce type. En même temps, de leur point de vue et du point de vue de ceux qui soutiennent cette guerre en Russie, ils ne font qu'exécuter des ordres. Et ce n'est pas eux qui choisissent les cibles et de viser tel immeuble en Ukraine. Ils exécutent un ordre, et l'ordre est peut-être un ordre de crime de guerre, mais ils ne sont que des exécutants. C'est pour ça que je disais jusqu'où on remonte. En fait, c'est pas jusqu'où on remonte, c'est jusqu'où on descend dans la chaîne de responsabilité pour savoir qui jugeait à la fin. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette enquête incroyable, et on voulait s'y arrêter ce soir. À suivre sur BFM TV. Restez avec nous. L'inflation encore est toujours là, avec les chiffres parfois complètement dingues de notre indice BFM.